Je vais vraiment parler en tant que maire et je vais vous partager évidemment un constat et une réflexion qui n'est absolument pas aboutie, mais qui est pour moi un sujet qui me taraude et qui peut peut-être être investi, travaillé par la gauche et que je soumets à votre sagacité. Bon, je partage évidemment la totalité des interventions qui ont été posées là, et le diagnostic, il est clinique, il est posé depuis longtemps d'ailleurs. Et la gauche n'a pas toujours été capable de l'adresser avec force quand elle a été au pouvoir. Et s'il faut espérer quelque chose au bout de 5 ans d'exercice de la gauche, c'est que ça ne ressemble pas aux 5 ans d'exercice de la gauche entre 2012 et 2017, y compris sur le champ de l'éducation, qui n'est pas ce qui donne le plus à rougir à la gauche qui a gouverné à l'époque. Moi, je vais vraiment vous parler comme maire, et pas uniquement comme militant politique, et je vais aussi vous parler de ce que je perçois, ressens, vis au quotidien avec des familles qui sont dans une grande détresse et qui se tournent assez spontanément et naturellement vers l'élu local, qui est la figure d'incarnation de la République, avec l'enseignant, et vers lequel on se tourne pour régler les problèmes du quotidien, et qui est évidemment bien désarmé, bien démuni pour faire face aux difficultés qui lui sont soumises. Déjà, un petit miracle du Front Populaire 2027, Lucie Castet et tous les autres, c'est que Maxime Louis Nigène, directeur de l'école Flaubert à Trappes, a dit du bien et a considéré que les moyens que la collectivité publique a apportés à l'école sont à la hauteur. D'habitude, c'est le chef de file de tous les directeurs pour dire « il faut plus, monsieur le maire, il faut plus ». Et il a raison. Quoi qu'on mette, ça suffira jamais à Trappes en tant que collectivité publique. Et évidemment, les moyens de l'État, dans nos QPV en particulier, nos quartiers prioritaires de la ville, sont insuffisants. Mais là, déjà, pour moi, c'est déjà un motif de réjouissance que de l'entendre dire du bien des moyens qui lui sont mis à disposition. Je voulais vous partager... Enfin, je ne vais pas vous parler de l'école, paradoxalement. Et je vais vous partager ce souvenir d'un moment qu'on vient de commémorer il y a 2 jours, les attentats de 2015, notamment. Et dès les attentats de janvier 2015 qui ont frappé la rédaction de Charlie Hebdo. La ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, avait dit un truc très juste, je crois, et dont la société doit prendre conscience. C'est que les problèmes de la société, les problèmes d'inégalité scolaire, ne peuvent pas être réglés intégralement par l'école et par les enseignants. À l'époque, on s'était tous dit, qu'est-ce qui se passe? Comment des enfants nés en France, éduqués par l'école de la République, peuvent chercher à atteindre la République au cœur, dans ce cas-là, de plus symbolique, en l'occurrence la liberté d'expression des journalistes. Et on s'était dit, l'école a failli, l'école a échoué. Et tout le monde s'est tourné vers le corps enseignant et l'école en disant, le problème vient de vous, la solution doit venir de vous. C'est insupportable. C'est insupportable parce qu'on ne peut pas demander à l'école, à elle seule, d'adresser tous les sujets d'inégalité sociale, de pauvreté, de chômage, de discrimination, de ségrégation, de relégation. Et on ne peut pas demander à des enseignants qui, d'ailleurs, au passage, ne récupèrent les enfants qu'à 3 ans, et pas avant, de régler tous les problèmes qui, parfois, s'enquistent avant même l'entrée à l'école maternelle. Et on ne peut pas agir que par le levier éducatif, même si, évidemment, j'abonde dans le sens de vos interventions sur la nécessité de plus de moyens, de coordination, et évidemment d'accompagnement, de reconnaissance des métiers d'enseignants. Notre pays fabrique des inégalités, l'école n'arrive pas à les résorber, c'est démontré depuis Bourdieu. Tu citais Camille Peny, enseignant de l'université voisine, qui l'a démontré dans un ouvrage que je vous conseille, très court mais percutant, publié il y a 10 ans, Le destin au berceau. Et c'est vraiment la ligne rouge à laquelle on tente de s'atteler à Trappes avec ma première adjointe qui intervenait tout à l'heure. C'est ce qui m'obsède en tout cas personnellement. Comment un môme que je vois dans les bras de son père ou de sa mère à 6 mois n'est pas condamné au même destin que ses grands frères, grandes sœurs ou les jeunes qui grandissent au pied de l'immeuble dans le quartier. Comment on évite la reproduction de ces inégalités? Comment on casse ces logiques de mimétisme d'une génération à l'autre? Eh bien, ça ne peut pas concerner que l'école, je le disais. Et autre souvenir que je mets en corrélation avec le premier, c'est les émeutes de 2023. J'ai été invité à intervenir dans un certain nombre de plateaux à l'époque, parce que les banlieues brûlaient, scénario qu'on connaît bien, avec Alexis, d'autres députés, vous tous qui êtes investis sur ces territoires. Et tout d'un coup, on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? On redécouvre le problème régulièrement, une fois que les banlieues brûlent. Et le président de la République indiquait qu'il fallait interdire TikTok, même s'il y a un vrai sujet écran, je suis absolument d'accord. Et le ministre de la Justice intervenait pour dire que c'était un peu la responsabilité des parents, des mères célibataires, etc. Et il y a eu ces mères célibataires qui étaient pointées du doigt. À Trappes, avant même la naissance de certains enfants, je peux à peu près prédire, la sociologie peut le faire, le destin d'échec auquel est condamné un enfant avant même sa naissance. Et je vais citer un prénom, elle n'est pas là, donc je peux la citer. Et c'est, pour moi, à chaque fois, je pense à elle quand j'évoque le projet dont je vais vous parler. Radia, une maman de Trappes, qui est vraiment, comme on en a partout en France, des mères courageuses, issues de l'immigration, pas de diplôme,
qui se débrouille pour survivre, qui a fait un enfant, le père n'est pas là, elle doit se débrouiller toute seule et on va l'accabler si dans 15 ans ou dans 20 ans, son enfant décroche de l'école. En l'occurrence, sa fille qui a l'âge de la mienne. On va l'accabler, on va lui demander ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. Et on va la renvoyer à sa responsabilité individuelle. Elle habitait, j'ai au moins réglé ça, au 4e étage d'un bâtiment sans ascenseur. Elle est femme de ménage, avec des horaires décalés. Elle fait 2 heures à Paris 16e, dans un lycée privé pour la blague, le matin. Puis elle prend les transports en commun pour aller faire 1 heure à Versailles. Puis elle rentre chez elle à Trappes. Puis elle repart en milieu d'après-midi pour refaire 2 heures ici ou là. Et elle essaye péniblement de joindre le debout, de payer son loyer. Et avec tout ça, elle a eu un enfant, ce qui est une bonne nouvelle. Et elle doit l'éduquer dans ces conditions-là. Je ne peux pas vous faire la liste de toutes les mamans, c'est 95% des cas des mamans, qui viennent me voir pour me dire « Monsieur le maire, en élémentaire jusqu'en CM2, les enfants sont pris en charge au soutien scolaire par la collectivité publique, c'est une bonne nouvelle. Il rentre en 6e, il sort de l'école, du collège parfois à 15h30. Mon fils va traîner dans les rues et je ne suis pas capable de m'assurer, puisque je travaille à Carrefour pareil en horaire décalé à gérer la caisse. Je ne peux pas m'assurer que mon gamin ne traîne pas dans les rues, ne soit pas récupéré par des entrepreneurs communautaires pour certains, ou par des entrepreneurs qui organisent le deal sur le territoire et qui leur proposent des perspectives de réussite plus prometteuses que celles que l'éducation nationale promet. Eh bien, à un moment donné, plutôt que d'accabler les parents, et en particulier les mamans, ne peut-on pas, dans cette société, considérer que ces enfants sont nos pupilles, comme les enfants des militaires morts pendant les guerres qui ont pu frapper notre pays. Ne peut-on pas concerner, peu importe l'échelle, au niveau national, au niveau local, que c'est le rôle du maire ou du préfet que d'identifier, avec tous les services qui peuvent le faire, l'éducation nationale évidemment, mais bien plus tôt, dans les PMI, à l'hôpital, toutes ces familles qui ont d'immenses fragilités et dont on sait qu'il faudra régler, et j'essaie de conclure par ça, qu'il faudra régler les problèmes de logement spécifiques qui les touchent, les problèmes d'emploi qui les touchent. Et nous avons les moyens de le faire. Nous avons des leviers pour le faire. L'histoire de Radia est parlante parce qu'on le fait à des échelles micro. Il va falloir conclure, Ali Rabie. Et je conclue là-dessus parce qu'on lui a trouvé un logement adapté qui lui permet de ne pas monter au 4e étage avec une enfant en bas âge. On lui a trouvé un job dans une cantine de la mairie qui lui permet d'avoir un 35 heures et de travailler à 5 minutes de chez elle et d'être disponible pour sa fille. Et au-delà de ça, on inscrit son enfant dans les différents programmes de réussite éducative, d'accompagnement sur le long terme. On les inscrit aux vacances à 10 € qu'organise la mairie. On les emmène justement de façon privilégiée, ces enfants, visiter le château de Versailles, profiter du jumelage avec la Comédie Française. C'est-à-dire qu'on essaie de leur offrir, comme si on était leurs propres parents, on essaie de leur offrir l'étayage qui leur manquera et les conditions de développement, d'émancipation qui leur permettront à 18 ans d'être des citoyens libres, épanouis, heureux, qui ne détestent pas la République parce qu'elle ne les aura pas humiliés, insultés. Et voilà. On essaie de fabriquer autre chose que du ressentiment et du mépris. Merci beaucoup Ali Rabie. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose d'original à dire, si ce n'est que... Et d'ailleurs, sur la question de... Bon, 1000 anecdotes à raconter, j'éviterai de le faire et j'ai pas assez de temps, je vais me faire engueuler. Mais oui, cette façon de déterminer des destins très tôt et d'envoyer vers ce qu'on considère injustement comme des voies de garage, l'enseignement professionnel étant considéré, je ne reprendrai pas le terme poubelle parce que c'est violent, mais c'est ça. C'est comme ça, en tout cas, que le vivent ceux qui sont orientés vers ces destinations sans l'avoir voulu, sans maîtriser leur destin, sans choisir la voie qui est la leur. Et il y a des contre-exemples qui sont des exceptions consolantes, comme on l'appelle. Une jeune femme qui est là, extraordinaire, qui a choisi la voie pro, alors qu'on lui demandait d'aller en général, et qui a choisi la voie pro, à qui j'ai eu le plaisir de remettre un prix. Elle fait partie de nos jeunes diplômés mention très bien dans la voie professionnelle, qui fait une année de césure en service civique dans un lycée de Trappes pour aider les mômes de Trappes, et qui a des choses à donner. Et en fait, des acteurs comme ça sur les territoires, je suis d'accord, il y en a énormément. Il faut être capable de les mettre en réseau, de les stimuler, de leur donner les moyens d'agir et de sauver les mômes. Mais je veux insister sur un truc, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'école, elle gère toute une génération à chaque fois. Et elle est capable, c'est l'école française, vraiment de construire une élite extraordinaire. On a une élite incroyable, reconnue au niveau international. Pour ce qui est le ventre mou, on les tire au mieux, on réussit globalement. Il y a quelques exceptions consolantes, j'insiste, j'en fais partie, tu en fais partie, et tellement d'autres, mais qui nous font oublier la masse de ceux, ma génération en CP, le nombre de personnes qui ont eu le bac se compte sur les doigts d'une main. Et le nombre de personnes qui ont un Master 2, c'est mon cas, se compte probablement avec mon pouce. C'est moi. Mais vraiment, c'est mes potes avec qui j'ai grandi. Ils ont tous été vers des directions différentes, au mieux vers des BTS.
Et cette réalité-là, elle est déjà assez insupportable. Mais pour le coup, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est pire encore. C'est le pire, c'est le lumpenprolétariat pour les grands marxistes de notre société qui, à l'école, est abandonné dès la première semaine. Je le dis, sans incriminer évidemment personne. Mais dès la première semaine, et j'ai eu des discussions avec des profs de maternelle qui me l'expliquent très bien. Ils actent dès la première semaine que ça ne va pas le faire. Donc ils le savent. Et notre système n'est pas organisé pour contrarier cette réalité-là. Je vous assure que notre pays, si puissant, si riche, a les moyens pour ce public qui n'est pas si nombreux, y compris dans une ville comme Trappes, ça se compte à quelques dizaines d'individus, on a les moyens de mettre le paquet absolu et de tenter, on va essayer de le faire à Trappes, dans le cadre de dispositifs de recherche-action, de tenter de contrarier ces destins prédestinés à la naissance pour ceux qui ont le plus besoin de l'étayage de la République. Autrement dit, il faut, j'en prends une formule de quelqu'un qui m'a inspiré, vraiment il faut qu'on pense le monde et donc la collectivité et donc le rôle de l'école au prisme des plus fragiles, pas au prisme de l'élite que nous avons à fabriquer, pas non plus au prisme de l'environnement moyen de ceux qui se débrouilleront par leurs propres moyens, mais bien au prisme des plus vulnérables, des plus fragiles, de ceux qu'on oublie, de ceux qu'on méprise, de ceux qu'on humilie et de ceux chez qui on nourrit le ressentiment. Merci.